27 minutes, nos analystes politiques sont ici. Stéphane, Yasmine, Luc et Jean-Marc, bon après-midi à vous quatre. Bon après-midi. Jean-Marc, d'abord, il y a un nouveau sondage tout frais aujourd'hui qui donne une certaine longueur d'avance à Kamala Harris sur Donald Trump à l'échelle nationale. Oui, l'enthousiasme a changé de camp parce que Donald Trump menait par 5 points à la fin de la convention dernière. Là, c'est le premier sondage qui montre une avance de Kamala Harris, 44 pour elle, 42 pour M. Trump. Il y a un autre sondage Quinnipiac qui dit la même chose, 2 points d'avance. On est quand même dans la marge d'erreur, mais ça démontre derrière ça qu'il y a un mouvement d'opinion publique. Donc, c'est pas juste les leaders démocrates et les délégués démocrates qui appuient Kamala Harris, mais vraiment un mouvement de population. On appelle ça aux États-Unis le Harris Honeymoon, la lune de miel. Déjà. Elle est vraie, elle est réelle. Combien de temps va durer? Une autre question. Ça. À voir. Mme Harris a tenu son premier rassemblement partisan cet après-midi. Ça s'est passé au Wisconsin. On peut écouter d'ailleurs un extrait de son discours. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Alors, vous aurez remarqué que Mme Harris a utilisé les mêmes lignes hier et cet après-midi. Yasmine, est-ce qu'elle a le bon ton, selon toi? Je trouve qu'elle a une bonne ligne d'attaque. Et la ligne d'attaque, pour qu'elle soit efficace, c'est qu'il faut qu'elle soit répétée un nombre maximal de reprises. Et voilà, on voit que, du moins pour la première semaine, c'est la procureure contre le criminel. Et c'est cette position et ce narratif que veut mettre de l'avant Mme Harris. Et je pense que c'est assez efficace. Est-ce qu'elle frappe sur le bon coup, Luc? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il était temps que les démocrates sortent de leur torpeur et réalisent qu'ils ont devant eux un adversaire qui est redoutable, qui n'a peur de rien, qui est prêt à n'importe quoi. Alors, moi, j'ai appris que dans le monde politique, qui peut être assez violent, une brute comme Donald Trump, il faut que tu y répondes avec brutalité. Mme Harris a vraiment, Stéphane, le vent dans les voiles. Elle a recueilli plus de 100 millions de dollars depuis dimanche. Elle a des appuis politiques à la tonne. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés aujourd'hui. Des appuis d'artistes aussi, notamment Beyoncé, qui lui donne la permission à Mme Harris d'utiliser sa chanson Freedom pour sa campagne. On peut écouter d'ailleurs un extrait de cette chanson. Il y a George Clooney aussi qui a donné son appui à Mme Harris au cours des dernières heures. Stéphane, quel poids ça peut avoir tout ça, l'appui d'artistes comme ça? À voir, je ne suis pas capable de mesurer très bien ça. Herman Hesse, en d'autres temps, aurait dit que c'est la page de variété, puis on en abuse des deux côtés. On avait Hulk Hogan à la convention de M. Trump la semaine dernière. Est-ce que Beyoncé va faire la différence? Est-ce que d'autres artistes peuvent faire la différence? Personnellement, je pense que ce qui doit faire la différence, c'est ce que Mme Harris va dire et présenter, parce qu'elle est couronnée sans campagne, donc on ne la mesure pas. Et aujourd'hui, j'ai été surpris, sinon estomaqué, quand j'ai vu, alors vous me direz, c'est loin de chez nous, mais en France, c'était peut-être hier, la une d'un journal, plutôt à gauche, Libération, qui disait Kamala Harris, l'évidence. Évidence sur la foi de quoi? Si l'évidence repose sur le fait que ce soit potentiellement la première femme noire à briguer la présidence, c'est de l'essentialiser, de dire que c'est des qualités fondamentales. Ça serait, je pense, une erreur folle que de penser comme ça, mais ça nous est dit. Et ça serait formidable peut-être que ça soit aussi vrai, qu'elle soit toutes ces choses, et en plus qu'elle ait un programme, qu'elle soit compétente, mais rien n'a été montré pour l'instant. Et je ne veux surtout pas dire aujourd'hui qu'elle ne sera pas compétente. Mais on a fait l'économie d'une campagne, les démocrates nous parle de démocratie, de l'importance de l'institution démocratique. À ce jour, le président a choisi de court-circuiter le premier rendez-vous électoral en Iowa, a fait une campagne où il n'y avait pas de débat contre son seul adversaire, Dean Williams, et aujourd'hui, on sacre Kamala Harris sans qu'il y ait de campagne. Ça pourrait aussi donner des maux de tête éventuellement aux démocrates quand ils vont se livrer, peut-être se réveiller, et peut-être découvrir quelqu'un qu'ils imaginent mal, parce que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Un mot là-dessus, Yasmine? Oui, mais
Donald Trump n'a pas participé au débat de l'investiture républicaine. Ça ne l'a pas empêché d'être couronné comme étant celui qui mène les troupes républicaines, alors que ses collègues républicains débattaient entre eux, lui donnaient des entrevues à Tucker Carlson. Donc, lui aussi, il n'a pas participé à cet exercice. Mais il y a eu une primaire avec des adversaires, de vrais adversaires qui ont fait des débats entre eux, soit, mais il y a eu une vraie primaire. Les démocrates ont dit que c'est le parti qu'il n'y aura pas de débat. C'est le parti qui a choisi de dire qu'il n'y aurait pas de débat pour protéger son candidat. C'est très différent. On verra s'il y a quelqu'un qui va... Oui, dernier mot rapidement là-dessus, Jean-Marc. Oui, on peut critiquer le processus, mais ce qui est phénoménal depuis 48 heures, c'est l'unité des leaders. Un parti qui a tellement de factions de gauche et à droite, et tout d'un coup, tout le monde se range derrière Kamala Harris. La menace de Donald Trump est tellement forte qu'ils ont réussi à solidariser, dans le fond, tout le Parti démocrate en 48 heures. C'est par ailleurs demain soir que Joe Biden va s'adresser aux Américains. Ce sera à 20h, un discours télévisé à la nation, Luc, pour expliquer sa décision de se retirer. Mais compte tenu de son retrait de la course, de son dernier mois très difficile, à quel point il a encore l'oreille des Américains, M. Biden? Écoute. D'abord, aux États-Unis, ça fait partie quasiment de la culture. Les choses changent, là. Une chose, là, c'est l'affaire la plus importante au monde. Tout à coup, oups, on n'en parle plus. Moi, je pense qu'on n'en parle plus de Joe Biden à l'heure actuelle, qui vont avoir de très faibles codes d'écoute parce que tout le monde se balance de ce qu'il a à dire à ce stade-ci. C'est un lame duck, un canard boiteux, comme on dit aux États-Unis, et qui, s'il reste en place, va attendre que le temps passe parce qu'il n'y aura plus beaucoup d'intérêt pour ce qu'il aura à dire ou faire. Mais en même temps, c'est pas toujours comme ça aux États-Unis. On a toujours des lame duck presidents comme Barack Obama. Après son deuxième mandat, Barack Obama était un lame duck aussi dans les 6 derniers mois. Oui, parce qu'il était à la fin d'un deuxième mandat. C'est ça qu'on appelle habituellement le lame duck, c'est-à-dire la dernière année et demie à peu près d'un président qui a gagné 2 fois. Mais là, c'est pas le cas ici. C'est pire cette fois-ci, Jean-Marc? Oui, mais là, le facteur clé, c'est moins il va parler, mieux c'est pour Kamala Harris. Voilà. Donc oui, son discours est essentiel parce qu'il a seulement écrire aux électeurs américains, il doit leur parler directement, c'est essentiel, mais après ça, on tourne la page. Et pour Kamala Harris, elle doit montrer sa différence à l'égard de Joe Biden. Fait que la campagne va avancer, puis on va oublier de plus en plus que Joe Biden est encore président des États-Unis. Lame duck, canard boiteux en français. Restez avec nous après la pause. On va parler du camp républicain, de la grande patronne des services secrets aussi, qui a finalement démissionné aujourd'hui. On se retrouve dans 2 minutes.